Schraff, alors vous êtes ici non plus en tant qu'hôte, mais en tant qu'invité du plateau pour parler des arbitrages qui vous ont mené avec vos partenaires au sein d'Actis. On a exploré une première facette de cet échange avec Suzanne, mais on n'a pas tant parlé de cette solution frugale et open source, de ce qu'elle impliquait. Et on changera ensuite d'échelle avec Walid, sans quitter ces enjeux des yeux, puisqu'on va dézoomer, on va vraiment prendre un petit peu de hauteur pour englober tout ce que l'IA nous coûte, en ressources, en énergie, en eau. Vous avez produit un certain nombre d'indicateurs, donc des nouveaux indicateurs qui compilent déjà des indicateurs déjà existants, des indicateurs qui pourraient devenir autant de leviers d'action pour parvenir au niveau mondial à davantage de sobriété. Vous m'avez même parlé d'un plaidoyer. Donc, je trouve ça très intéressant d'une étude. Il y a une dimension très politique dans cette étude. Donc voilà, c'est intriguant et je pense qu'on va pouvoir rentrer progressivement dans le vif du sujet. On a parlé de raccrocher les wagons avec ce que disait Suzanne Robic ce matin. Elle nous a présenté les enjeux IA au sein d'Actis. C'est une entreprise que vous accompagnez depuis un certain temps avec la chaire. Et j'aurais dû dire que vous accompagnez activement, puisque avec ce projet de recherche, on est allé dans de la recherche-intervention. Vous parliez aussi de recherche-action. Et c'est vrai que, en tout cas de mon point de vue, de ma petite lucarne de journaliste, pour moi, le chercheur, il peut faire. On a parlé de recherche quali, donc avec de l'entretien, il peut faire de la recherche quanti, mais de la recherche active ou de la recherche intervention, ça implique un changement de posture que je ne connaissais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette recherche-intervention? Alors, déjà, moi, je tiens toujours à remercier Actis avec Suzanne, parce que c'est Suzanne qui est venue me chercher quand même. Et puis, on a monté ensemble le projet, qui est j'allais dire une expérimentation, mais c'est un projet pilote. Et ce projet pilote, quand on l'a monté, effectivement, ma posture s'est imposée. C'est-à-dire que je n'étais pas un chercheur avec une approche positiviste. On a l'habitude, alors positiviste, c'est-à-dire on mène des enquêtes, que ce soit du quanti ou du quali, mais on voudrait que le chercheur soit toujours objectif, qu'il y ait une distance par rapport à l'objet de la recherche, etc. Ça, on a l'habitude de faire ça, et puis on tient à cette objectivité, à cette distance. Et puis après, ce qu'on fait dans nos disciplines, c'est de dire, on a des recommandations. Donc, on n'arrête pas de dire, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Voilà, on donne des recommandations. Et donc, avec ce projet, cette posture s'est imposée, puisqu'on était en train d'expérimenter un terrain. Et l'idée de monter quelque chose ensemble. Et donc, je me suis retrouvée en tant qu'acteur avec Suzanne et les équipes dans ce projet. Et cette posture de chercheur acteur ou de chercheur intervenant est une posture qui est délicate, parce qu'il faut rester chercheur, il faut rester, je dirais, objectif, mais on est partie prenante, c'est-à-dire on va décider, mais décider ensemble. On accompagne. Alors cet accompagnement, ça n'est pas un accompagnement business, parce que nous sommes une chaire de recherche, nous ne sommes pas un bureau de consulting. Et ça, c'est très important. Et on a cette liberté de chercheur. Vous savez, quand on cherche, on peut se tromper. On expérimente. On a, comme Suzanne l'a dit ce matin, on n'a rien à vendre à Actis. Donc on a aussi cette liberté. Et ça, c'est nouveau pour moi, parce que dans notre discipline en marketing, on n'a pas beaucoup cette posture de chercheur-acteur. Donc, j'ai tellement été acteur dans le projet que, comme l'a exposé Suzanne aussi ce matin, je suis allée présenter le projet, comité, donc, au CSE. Et CSE, ouais, c'était pire que ma thèse, que ma soutenance de thèse. J'entre dans une salle où il y avait 12 personnes, dont 8 représentants du personnel, avec quelques membres de la direction. Et on est filmé, hein, et on est en direct. Hein. Non, mais pour moi, c'était une expérience intéressante, parce que je présentais le projet, et en défendant le projet, et les questions qui venaient étaient des questions très logiques. Et je n'avais pas, en fait, face à ces représentants du personnel, pour moi, c'était normal qu'ils posaient ces questions. C'est-à-dire, quel va être l'impact sur les métiers? Est-ce que c'est un outil de contrôle? Combien ça va coûter? Comment ça va se passer? Etc. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de répondre à ces questions. Donc, je les ai pas trouvées, ces questions, je ne les ai pas trouvées intrusives ou agressives, parce que, pour moi, c'était normal d'expliquer.
Mais c'est la première fois qu'une recherche donc, est présentée, pour moi, enfin, présentée devant un comité, donc des représentants du personnel. Et moi qui devais rester 1 heure, déjà je suis restée plus de 2 heures. Il y avait beaucoup de questions intéressantes. Et c'était franchement, donc moi, la recherche-action, moi je suis convaincue que c'est la bonne approche. Bon, ça c'est le contexte. Oui, mais après vous êtes aussi habitué, j'imagine, à être relu par vos pairs, donc c'est une façon de défendre déjà vos projets. Mais défendre un projet devant des représentants du personnel, c'est pas la même chose. Vous savez, entre pairs, parfois, il y a, pas tout le temps, j'allais dire complaisance, non, pas tout le temps, mais nous, on a des normes dans la recherche. Vous savez, les normes, on a toujours une méthodologie, un échantillon qui peut ne pas être satisfaisant, il y a les limites de la recherche, et vous voyez, on a un peu ces principes-là. Mais là, quand on va présenter dans la vraie vie, j'allais dire, et toutes les questions étaient intéressantes. Toutes les questions. Et moi, j'expliquais comment on a travaillé. Et le fait de présenter la méthodologie qui est basée sur la co-construction. Donc, tout ce que j'ai entendu ce matin de la part de Gianne, de la part de Fatia, là, on l'a retrouvé parce qu'avec Actis, on est en train de le mettre en place. Donc, nous sommes, avec Suzanne, en train de mettre en place un projet IA, comme on dit, by the book. Autrement dit, on est parti du métier. On a discuté les métiers, on a identifié les problématiques du métier, on a identifié des cas d'usage. Tous les cas d'usage n'étaient pas forcément bons à mettre en place, quoique techniquement c'est possible, mais c'était trop violent. Donc il fallait commencer aussi doucement. On a beaucoup parlé de confiance dans le sens assurer, rassurer. On a eu beaucoup de mots pour rassurer. Donc on rassure que cet outil n'allait pas être difficile, compliqué. On rassure que cet outil n'allait pas consommer beaucoup de données, que cet outil n'allait pas, bien sûr, prendre la place de certains collaborateurs, que cet outil n'allait pas être un outil de contrôle, ni que cet outil allait obliger les collaborateurs à travailler plus, puisqu'on va leur donner un outil qui va leur faciliter le travail. Vous voyez, bon, la machine à café, on n'est pas arrivé à la machine à café, je n'ai pas osé parler de ça. Mais le fait de dire cet outil va vous permettre de travailler mieux, donc moi j'ai eu la question, oui, mais on va leur donner plus de dossiers. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Mais le fait d'avoir posé la question d'un représentant du personnel, c'est un milieu que je ne connais pas. Moi, ça m'encourage à devenir une prochaine représentante du personnel parce qu'ils ont beaucoup de liberté, mais les questions sont quand même très, très pertinentes. Est-ce que vous avez eu des questions pour les deux métiers concernés? Parce qu'on parle d'assistantes sociales qui font appel, quand elles ont des cas très précis, à des conseillères, c'est peut-être pas le bon terme, mais finalement, l'assistante sociale, elle tire un bénéfice de l'IA et le conseiller, il tire peut-être un bénéfice, c'est-à-dire il n'est pas sollicité, mais est-ce que lui, il ne se sent pas menacé? Alors, le conseiller, qu'est-ce que tu appelles conseiller? C'est la personne qui était sollicitée par l'assistante sociale pour répondre à la question à laquelle la base de données, finalement, va répondre aujourd'hui. Ça aussi, c'est un cas très particulier, en fait. Chaque métier est différent. Plus que le conseiller. Effectivement, habituellement, on sollicite un expert. Si on n'a pas la réponse, on sollicite un service pour qu'il donne l'information. Alors, nous, on propose, alors quand je dis nous, c'est grâce aussi à ma stagiaire Roua qui est là, qui est de l'INSA, donc l'école d'ingénieurs à Lyon. Et on travaille, donc on a cette multidisciplinarité. Et elle met en place donc, cet outil cognitif. Et cet outil va aider en premier step, en fait, première étape. Donc, en sachant que cet outil est basé, en fait, il va chercher l'information qui, elle, a été déjà traitée par le service, donc les conseillers techniques. C'est les conseillers techniques, voilà, parce que je dois faire très attention sur les appellations pour que je ne me trompe pas. Par ces conseillères techniques, parce que c'est l'équipe. Il y a des conseillères ou conseillers, là, pour le moment. C'est très féminin, je crois, quand même. L'équipe, en l'occurrence, de femmes. Voilà, par l'équipe, on va dire. Donc, elles continuent, elles font un travail qui est important, et puis l'outil vient questionner ce travail. Peut-être plus tard, moi je peux aussi dire peut-être que plus tard, pour le moment, on n'a pas osé dire que l'outil va compiler lui-même. Donc là, il faut y aller vraiment, prendre le temps. Parce que si on veut accélérer, tout le monde va être bloqué. Et surtout, voir un peu les résultats. Et surtout que cette équipe technique, elle qui va être soulagée, et à ce moment-là, elle fera plus de veille, elle va enrichir encore cette base de connaissances. Donc pour le moment, alors,
vous savez, tout ça a été fait avec le concours de toutes ces équipes, en fait. Mm. C'est-à-dire, c'est ça aussi ce qui est génial. Tout le monde était présent à la Ah table. bah en fait, même les cas d'usage sont venus de ces équipes. Et ce qui fait que nous, en mettant en place cette méthodologie, et avec Loé qui a un cahier des charges, et elle va mettre en algorithme les résultats. Donc voilà, ça vient d'elle. Donc nous sommes en train de mettre en code ce qu'elles ont exprimé en besoin métier. Ok. J'espère qu'elle a bien écouté également la table ronde avec Sonia et Yousra qui pointaient quand même les points importants pour créer de la satisfaction à l'usage et Ouais. ne pas créer éventuellement un sentiment de culpabilité ou d'imposture chez les Ça, assistantes sociales qui l'utiliseraient. Mais c'est Suzanne qui les encourage à utiliser. Hein. C'est-à-dire que là, en termes d'institutionnalisation, on est encore plus loin puisqu'elle met en place des séances de formation. Et d'ailleurs, ce projet est sorti suite à une masterclass qu'on a faite à l'INSEC, d'ailleurs, sur le campus de Lyon. Et puis en parlant, donc il y en a certains qui ont dit notre métier est très orienté, très humain. On ne peut pas appliquer l'IA. Voilà, et c'est là de ça que c'est sorti, et surtout que l'équipe, Suzanne était convaincue, mais le directeur général aussi d'Actis a dit qu'il était intéressé, et puis l'équipe a dit oui, on veut être embarqué. Et juste une remarque en fait par rapport à ça, c'est que dans le conseil, le jour de cette audition, et c'est pour ça les travaux de la recherche s'insèrent aussi dans un dialogue social. C'est-à-dire que si on veut travailler aussi l'IA et puis diffuser l'IA, il faut instaurer ce dialogue social avec toutes les parties prenantes, entre autres les employés et ceux qui les représentent, parce qu'ils sont un peu plus taf, parce qu'ils pensent, sécuriser un peu le métier de ceux qui représentent à juste titre. Et donc, c'est parti de là, et tout le monde était embarqué. Et l'une des représentantes, elle a dit que moi, elle était manager, je ne citerai pas les noms, mais ça m'a un peu impacté. Elle a dit que mes équipes, elles vont être plus au courant que moi. Et je lui ai dit, c'est bien, parce que c'est la première fois que ça vient de la base, en fait. Parce qu'habituellement, c'est toujours du top-down. Mais là, en fait, ça va être des équipes qui viendraient demander aux managers d'être équipés par cet outil qui va les aider. Et on est arrivé à dire, pourquoi pas les infirmiers ? Parce que ça, ils ont commencé à dire, mais pourquoi les assistantes sociales ? Pourquoi nous, on n'a pas aussi cet outil ? Donc voilà, on a non seulement essayé de convaincre, mais on a créé aussi... Un phénomène d'entraînement. Tout à fait. La notion de frugalité et d'open source, elle est importante sur ce projet. Avec Suzanne, on évoquait ce matin le fait que c'était un usage très spécifique, donc limité à une base de données. C'est vrai qu'utiliser ChatGPT n'aurait peut-être pas été ultra pertinent par rapport à ça, sans évoquer les potentielles erreurs ou hallucinations liées à l'emploi de cette IA. Comment vous avez façonné cette IA? Comment vous êtes arrivé à ces arbitrages vers une IA open source et frugale, et à quel point elle est frugale? Alors, la réflexion sur la frugalité est partie de la base. Et puis, c'est vrai que l'année dernière, au 4e sommet, avec Caroline et Walid et Kim, je pense, ils ont commencé à parler de frugalité. Et ce même mois, donc c'était le 24 juin, la FNOR a sorti un rapport sur l'IA frugale, avec des recommandations. C'est très intéressant, il y a des recommandations. Et moi, quand j'ai lu ça, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que la frugalité n'est pas vue seulement en termes d'impact sur la consommation ou sur l'énergie, mais elle était également pensée en termes de consommation de données. Elle était pensée en termes d'infrastructure, d'interface qu'on utilise. Et puis même la notion d'acculturation, de formation font partie de la frugalité, parce que quand vous avez des gens formés, ils utilisent de manière plus optimisée, donc il y a moins de gaspillage. Donc en fait, j'ai trouvé que l'approche était intéressante. Donc c'est ça la notion de frugalité. Et puis c'était aligné à ce que voulait Actis, puisque Actis tenait à cela. Et donc avec Roua, elle a eu ce cahier des charges qui l'a un peu perturbée au début, mais elle est allée se renseigner. Et puis avec ses deux directeurs aussi de recherche, un à l'INSA puis un autre en Allemagne, ce qu'elle a fait un benchmarking pour chercher des outils les plus légers possibles et qui ne sont pas consommateurs en data.
Donc la data qu'il faut pour les usages qu'il faut, parce que la frugalité aussi, elle est basée sur l'identification du besoin exact. Donc c'est pas la peine. Et moi, parfois je choque, je dis, parfois on peut se rendre compte que le cas d'usage ou que le besoin métier ne nécessite pas une IA, mais il nécessite de maîtriser Excel. Bah, ça peut aussi, parce que c'est pas utiliser l'IA. Pourquoi ? Pas pour faire de la mode, mais c'est qu'on a réellement besoin de cet outil. Oui, donc puis on peut mettre en place de l'automatisation sans IA. Très, très simple, sans IA. Mais nous, on a besoin de cette synthèse, on a besoin de ce côté, entre guillemets, intelligent, vas-y, aidez-la, j'ose pas dire, de l'IA. Peut-être avec des outils comme Extractis, ça peut être un peu plus pertinent, on en reparlera. Et donc, elle a fait un benchmarking. Et elle a cherché donc sur la partie extraction, sur la partie donc cognitive. Sur la partie extraction, elle a alors du BERT, du camembert, mais je m'arrête là parce que je peux dire des bêtises. Il y a un joli poster là sur la plateforme. Et puis, elle a trouvé son modèle qui est peu gourmand de données. Et pertinent. Peu gourmand, etc., qui arrive à faire ce qu'on lui demande. C'est ça, en fait, l'idée. On arrive à faire ce qu'on veut avec peu. Donc, c'est pas faire peu. Voilà. Donc, elle a trouvé ça. Par contre, pour tout ce qui est génération, là, elle est en train de chercher aussi un modèle, au lieu que ce soit des LLM, que ce soit un SLM. Et pour que ça soit aussi, on a discuté avec Fatia tout à l'heure à la pause, comme quoi ce sont des moments très importants. Et Fatia, elle va nous envoyer quelque chose qui pourrait peut-être répondre aux besoins. Répondre aux besoins. Et par contre, la frugalité, elle est très compliquée parce que cela suppose la mise en place d'un système qui mesure à chaque moment l'impact. C'est-à-dire, c'est comme avoir en fait un curseur ou un petit compteur électrique. Un petit compteur. Et là, pour le mettre en place, voilà, ça dépasse les 6 mois du stage de Roy, et ça dépasse, mais ça donne des idées aussi à Actis, parce que, puisque j'ai présenté aussi nos travaux au réseau Récif, et aussi, en fait, ça commence à résonner, et à ce moment-là, l'idée, c'est de leur donner envie de mettre en place quelque chose de solide et tout de suite quelque chose de propre, de frugal et de responsable. Dernière question, elle est très courte. Quelle est la prochaine étape pour ce projet ? Alors, vous savez, nous, on attendait la délibération du CSE, parce que là, c'était, je dis, pire qu'une soutenance de thèse. Donc, 4 pour, 4 abstentions. Apparemment, c'est bien. Donc, c'est un grand oui. Apparemment, c'est bien. Il n'y a pas eu de contre. Et donc, Suzanne, elle a envoyé un message en disant « Allez, go, on peut continuer ». Donc, continuer, c'est-à-dire Roua, elle va passer son été à travailler sur son modèle et à le tester. En fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est voir la réponse que donnerait l'outil en se basant sur la base de connaissances serait pareil, meilleur ou moins bien que la réponse qu'aurait donnée l'humain et donc le service technique. En sachant qu'il faut donner du temps à cet outil parce que c'est un outil qui doit apprendre. Et l'idée aussi, et l'équipe, elle est au courant. Elle sait qu'on doit apprendre à éduquer l'algorithme. C'est du machine learning. De toute façon, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Par contre, il apprend à faire peut-être des associations, etc., etc. En sachant que dans tous les cas, et ça, on a tenu à le préciser devant le CSE, c'est que la décision, au final, elle reste humaine. Là, ça rassure tout le monde. Mais moi, je ne perds pas espoir qu'à un moment... il va y avoir, en fait, quand l'outil sera au point, peut-être que ça va alléger, puis ça va donner peut-être des recommandations de réponse. Voilà. Merci beaucoup, Ishraf. Merci. On passe de la frugalité appliquée à de l'optimisation grande échelle. L'an dernier, Ishraf le disait, vous nous présentiez ici même avec Caroline et Kim Lai-Yun-Jun. C'est Jae-Yoon Kim. Ah oui, Jae-Yoon Kim, pardon. Un algorithme qui ambitionnait de réduire aussi bien la consommation des IA génératives que les coûts des processus de production industrielle. Tout ça sans compromettre, oui, parce que réduire pour réduire, plutôt facile, mais sans compromettre la satisfaction utilisateur. Le projet que vous portez aujourd'hui s'inscrit en quelque sorte dans la continuité de cette étude. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Bonjour tout le monde déjà. Donc, juste un mot effectivement sur ce projet-là, que j'apparente à de la microéconomie. Et ce que j'aimerais faire par la suite, ce serait plutôt une tendance macroéconomique. Effectivement, donc, ce qu'on a présenté l'an dernier, juste pour le rappeler en un mot, c'est considérons un processus d'intelligence artificielle, j'appellerais ça de manière générique,
peu importe si on fait de l'IA générative ou autre. Et l'idée, c'est d'avoir un objectif bien précis et donc d'arriver à la satisfaction de cet objectif et de se dire, suis-je capable de le faire, d'atteindre cette satisfaction, donc cet objectif, en ayant recours aux moindres ressources possibles. Donc, on a formulé ça sous la forme d'un problème mathématique qui s'appelle un problème d'optimisation. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un programme transdisciplinaire, ce qu'on fait. Donc, il y a des maths, il y a de l'IA, on va dire. Pour moi, ça devient une discipline en soi, quasiment. Et puis, de l'économie. Et donc, ça nous a conduit à développer un nouveau concept qui s'appelle toujours le triangle des sobriétés. Donc, si je suis capable d'isoler du gâchis dans un processus d'IA, je suis capable de calculer ce que ça me rapporte en termes économiques et en termes d'impact environnemental. Donc, a priori, je suis capable de générer un cercle vicieux qui est en fait un triangle ici, et qui consiste à dire la sobriété numérique va impliquer une sobriété environnementale, une sobriété économique. Et donc, le mot frugal, vous voyez, on s'est empressé de dire, quand on veut faire de l'IA à grande ampleur, qu'elle doit être verte, elle doit être frugale, parce qu'on a tous un problème avec ça. On sait très bien que ça va nous coûter énormément, le passage à l'IA. Parce que ce sont des technologies que j'appelle d'accélération accélérée. Vous avez vu, vous appuyez juste sur un bouton et vous générez plein de choses, si je parle d'IA générative. Et c'est pour ça qu'on le vit mal. C'est parce que le temps caractéristique de l'humain, le temps de son effort intellectuel, n'est pas celui de l'effort de la machine. Donc, à la fin, on se dit, comment ça se fait? Comment il va plus vite que moi? De très loin. Donc, la frugalité et la sobriété sont deux mots qui sont aussi vagues que possible. Ça me rappelle une phrase de Paul Valéry qui disait « Les hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même leur sert à définir ce que c'est que la poésie. » Pour moi, la sobriété et la frugalité, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on s'est empressé à développer une démarche de sobriété. Donc, ce que j'appelle une démarche, c'est une démarche mathématique, en fait, de calcul d'impact de la sobriété. Alors, donc là, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on voulait faire de l'équivalent de la microéconomie. Donc, je regarde ce qui se passe pour un processus donné. Mais effectivement, au niveau macroéconomique, est-ce qu'on peut étendre cette réflexion? Et là, j'ai eu l'intuition de comparer ça à, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les smart grids. Les smart grids, c'est un réseau, donc on transforme les consommations électriques en nœuds. Donc chaque agent va avoir sa consommation électrique. Et donc, finalement, il y a un espèce de tiers qui est capable de dire, là, on est peut-être en train de trop consommer dans le réseau, il faut nuancer et moyenner et équilibrer. L'IA, on pourrait faire la même chose. C'est ce que je me suis dit en tout cas, et c'était le pari de rendre macroéconomique le modèle de croissance de l'IA. Et c'est pour ça que je me suis naturellement orienté vers la décroissance, qui est un mot un peu tabou. Oui, c'est quasiment un gros mot, hein, c'est vrai, surtout aux États-Unis. Je pense que si jamais vous utilisez le mot de décroissance, je parle des États-Unis, mais c'est vrai que dans certains parties français, ça doit être assez problématique. Et c'est vrai que vous parlez même de décroissance de l'IA, c'est-à-dire que vous appliquez le paradigme de la décroissance au modèle de l'IA, et qui est plutôt un modèle, on l'a vu, je crois que l'intitulé de la prise de parole de ce matin d'Ishraf, c'était croissance. Quel modèle économique pour l'IA? Finalement, cette approche, on l'a senti, elle est assez politique, elle est loin d'être consensuelle. Et alors, c'est pour ça qu'il faut lui donner une tendance et une dimension scientifique. Alors, le mot décroissance, il est vraiment très mal choisi, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde a envie de croître. Et la décroissance, donc il faut lui donner son versant un petit peu rationnel. En réalité, donc le concepteur, qui s'appelle Nicolae Georgescu-Roegen, qui est un économiste roumain d'après-guerre, il a voulu baser l'économie sur la thermodynamique. Là, ça rejoint mes compétences de physicien. La thermodynamique, elle est essentiellement centrée sur deux principes. Je vais aller très vite, vous allez voir. Le premier, c'est conservation de l'énergie. Donc, j'ai de l'énergie, je peux la convertir en ce que je veux. Je peux convertir de l'énergie nucléaire en chaleur, etc., etc. La grande question, c'est est-ce que je peux toujours convertir
même pool d'énergie que j'ai au départ? La réponse est non. Pourquoi? Puisqu'il existe l'entropie. L'entropie qui mesure à quel point je suis incapable de transformer un processus indéfiniment. Et à partir du moment où on invente l'entropie, qui est pour moi le principe de réalité du monde physique, eh bien, si on l'applique à l'économie, on comprend que je peux investir tout l'argent que je veux, je peux fabriquer tout ce que je veux, il n'y a pas de problème. Si je ne m'intéresse pas à tout ce que je vais gaspiller et tout ce que je ne pourrais pas considérer, en fait, je n'ai qu'une seule vision du problème. Donc, même le mot croissance, au sens économique du terme, implique une décroissance. Une croissance de quoi? Des ressources. Puisque au fur et à mesure qu'on avance, il y a une décroissance des ressources. Donc, le mot décroissance, qui est forcément mal choisi, est en réalité une vision pluridimensionnelle, désolé pour le mot, d'un phénomène économique. Il faut considérer le phénomène économique dans toute son ampleur, jusqu'à la dégradation, finalement. Et l'IA, donc moi je trouve que son modèle a une possibilité d'être limité par la décroissance, au sens où il est très énergivore, il est très demandeur de ressources, et si on va dans ce que je vais appeler une folie accélératrice, on est capable de consommer le monde à une vitesse folle. Tout ça pourquoi? Peut-être pour ne faire que des packs starters. Et donc il faut se poser la question de ce qu'on veut faire vraiment. Voilà. Et quels indicateurs vous avez produits ou compilés afin de les augmenter en quelque sorte, et à qui vous les destinez? Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que des Google aient très à cœur ces problématiques-là. On évoquait le fait qu'ils partaient enfin, Microsoft a acheté une centrale nucléaire, que Google fabrique des camions centrales nucléaires. La question de la ressource, aujourd'hui, elle ne se pose pas vraiment. Ils sont dans l'optique de la croissance. Vaut mieux pas leur parler de décroissance. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vous ai listé une petite série d'indicateurs que j'ai pensé, enfin que j'ai eu beaucoup de réflexions. Donc oui, c'est un papier que je suis en train d'écrire, que je n'ai pas encore soumis, dans la revue Journal of Ecological Economy. Et donc, si j'en reviens à ce concept d'entropie, mon idée, c'est d'essayer de lier l'économie à l'entropie. Donc, j'ai pondu, par exemple, un indicateur, j'en ai fait 8, mais je vous en ai cité que 3. L'indicateur du PIB anthropique. Donc, c'est le PIB qui est nuancé par la capacité à dégrader de la ressource. Donc, c'est l'inverse du PIB classique, qui consiste à voir les choses que du point de vue positif. Donc, ensuite, le taux de rendement énergétique. Qu'est-ce que c'est? C'est toute l'énergie dont je vais avoir besoin pour réaliser un processus. Mais alors attention, il y a un biais dans cet indicateur. Ce sont des processus que je vais appeler utiles, donc sociaux et environnementaux. Et donc, ça me permet d'isoler dans un processus économique ce que je vais appeler l'utilité pour le bien commun. Là, il y a clairement un biais. Oui, le starter pack, là, l'utilité pour le bien commun. C'était pour éliminer le starter pack. Ensuite, l'indice de résilience matérielle. Et ça mesure à quel point, pour réaliser un processus, je n'utilise pas d'énergie les plus renouvelables possibles, sachant que le mot renouvelable ne veut absolument rien dire. L'énergie ne se renouvelle pas. On est juste capable de dompter la nature, de mieux la connaître, et donc de réaliser des processus qu'on est capable de reproduire facilement. Et donc, lier la résilience de l'IA par rapport au côté énergie renouvelable et au côté, disons, stationnaire de la ressource, c'est finalement quelque chose de très important. Et c'est pour moi le cœur de l'histoire. Ensuite, j'ai le dernier que je vais vous proposer, c'est le coût anthropique, non, l'indice de complexité anthropique. J'adore les mots complexes. Donc ça mesure la complexité technique au sens... alors la complexité, c'est une définition en soi, c'est une définition mathématique. C'est une complexité pour réaliser de l'innovation technique par rapport à l'intérêt qu'on en tire. Voilà. Donc, ce sont des indicateurs. Je ne peux pas vous donner des valeurs chiffrées. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûr de ce que je calcule, au sens, je ne peux pas encore les comparer avec des choses, donc je ne veux pas donner des chiffres encore.
Mais si vous voulez, tous ces indicateurs-là sont là aussi pour apporter, je dirais, une vision encore un peu plus complète de ce qu'on pourrait faire avec l'IA et de ce qu'on pourrait se dire comme étant utile. Et donc, ces indicateurs, je les place comme, disons, des espèces de garde-fous, pas forcément des outils d'aide à la décision, mais j'estime que c'est très important si on est capable de donner tous ces indicateurs lorsqu'on réalise un processus d'IA. Voilà. Et est-ce que ces indicateurs, donc on n'a pas dit vraiment à qui on pouvait les adresser. Est-ce qu'on les adresse à l'Union européenne? Est-ce qu'on les adresse éventuellement à l'Afrique, par exemple, pour affirmer, est-ce que en utilisant ces indicateurs, les pays africains pourraient les mobiliser pour affirmer leur souveraineté et justement, alors vous avez parlé de complexité, on pourrait même parler de chaos, pour s'affranchir du chaos et de la centralisation tout simplement des ressources qui est faite par exemple par les Américains et les autres gros continents. Ces indicateurs-là, ils ont une portée évidemment scientifique, mais aussi politique. Je ne cesse de le répéter, malheureusement. Pour moi, oui, c'est éminemment politique. C'est-à-dire, le scientifique est aussi là pour éclairer la décision politique. Je trouve que le scientifique a un rôle très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la parole scientifique est des fois forcément pas écoutée. Mais si vous voulez, oui, on a parlé de l'axe Europe-Afrique tout à l'heure. C'était très intéressant la discussion. Et effectivement, on comprend que des indicateurs comme ça, pour l'Afrique, ça peut être très pertinent. Pourquoi? Puisque l'accès à la ressource, il est très compliqué. Donc, il faut refroidir des data centers, il faut une énergie colossale. D'un écosystème à l'autre, c'est pas la même chose. En Europe et en Afrique, c'est pas la même chose. Donc, il y a clairement une espèce d'inégalité naturelle qui va se mettre en place, forcément. Donc, soit on lutte contre les inégalités, soit on se dit chacun sa chance et chacun se développe comme il faut. Et on optimise finalement de notre côté. Et l'idée donc de cette vision en réseau, c'est d'essayer aussi de faire un espèce de partage et une lutte des inégalités dans l'usage de l'IA. Encore une fois, pensé par rapport à un usage bien commun. Alors, il y a un peu de moralisme, c'est vrai, mais la réflexion, et je pense que la souveraineté et l'émancipation, ça va commencer par définir qu'est-ce qu'on veut faire de l'IA et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA. Voilà, c'est ma réponse. Merci beaucoup Walid, merci beaucoup Ishraf. On va pouvoir...